Vous êtes sur Tandem TV à Olam Mamedou Bar. Ce soir, nous allons parler diplomatie internationale, Israël, bien sûr, au cœur de la diplomatie. Nous allons parler aussi ping-pong, du sport, ce qui semble être une spécialité aujourd'hui sur la planète, à savoir, qui de toi ou de moi va gagner la compétition. Alors, pour parler de ce ping-pong et pour rentrer dans le cœur du sujet, puisque vous pensez bien, ce n'est pas de sport au sens propre dont nous allons parler, mais bien évidemment, on va parler de l'actualité. Mais de l'actualité avec bien sûr ce focus particulier à l'émission, c'est celui de prendre un peu de recul. Mais pour prendre du recul, il faut d'abord parler du sujet. Alors, bien sûr, comme vous le voyez, vous allez vous intéresser à cette chemise bleu et blanc, et vous allez vous dire, il est en train de s'afficher sioniste. Eh bien non, vous aurez ce soir, comme tous les autres émissions d'Olam Mamedou Bar, la rigueur, mais aussi l'enthousiasme. L'enthousiasme nécessaire aujourd'hui pour finalement avoir un peu de sourire. Un peu de sourire, mais un sourire jaune, un sourire amer, un sourire triste même. Celui qui est né de l'intervention de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, lorsqu'il s'est adressé à la France et qu'il lui a demandé, en évoquant les événements violents, les émeutes qui se déroulaient donc sur le sol français, eh bien finalement de faire attention, d'être prudent, parce que des cris, c'est pas la première fois, mais des cris morts aux Juifs ont été scandés dans les manifestations. Alors bien sûr, les drapeaux palestiniens étaient de circonstance, mais de cela, finalement, c'est plutôt silencieux, on n'y prend pas garde. Mais là, par contre, dans ces émeutes particulièrement violentes, mort aux Juifs a eu des conséquences. Mort aux Juifs a eu des conséquences, et notamment dans les villes dont on dit qu'elles sont un peu les petites Jérusalem, telles Sarcelles, Garges-les-Gonesse, mais aussi dans des arrondissements parisiens où il y a une certaine concentration d'une population juive. Et là, malheureusement, on a pu constater les dégâts. Alors surtout, bien évidemment, à Sarcelles et à Garges-les-Gonesse, où là, nombre de magasins ont été ciblés par des jets de pierre, mais aussi, bien sûr, par du pillage et par des chants même antisémites. Alors, ce qui a valu, bien sûr, l'intervention de Benjamin Netanyahou, c'est après les graffitis qui ont été inscrits sur le mémorial des Juifs, mémorial juif de la déportation et des résistants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui a effectivement donc secoué toute la classe politique française et d'autres encore, mais qui a aussi donc fait réagir donc notre Premier ministre Benjamin Netanyahou. Sauf qu'il y a un petit peu ici, malgré tout, on pourrait soupçonner un petit quelque chose d'une réponse du berger à la bergère. Alors, il y a quelques jours, c'était dans l'autre sens. On nous disait, parce qu'il y avait une opération à Jenin, d'être prudent dans la réponse, d'être proportionné à la réponse. Et c'est venu aussi bien de l'Élysée que c'est venu du Quai d'Orsay. Et puis, cette fois-ci, c'est Benjamin Netanyahou qui répond. Alors bien sûr, il a condamné fermement, mais nous sommes en diplomatie, et bien sûr, il a remercié le gouvernement français dans sa lutte contre l'antisémitisme. Je vous rappelle que la France a signé l'IRA, donc cette fameuse charte qui pénalise donc toute corrélation entre antisionisme et antisémitisme, qui pénalise donc celui qui voudrait, sous couvert de l'anti-israélisme, donc vouloir tenir des propos antisémites. Eh bien, il a quand même donc remercié la lutte contre le gouvernement français, mais bien évidemment, personne ne s'y trompe. C'est aussi la réponse du berger à la bergère quand même qui est fortement suggérée. D'ailleurs, ce n'est pas le seul, puisque vous avez aussi remarqué que l'Angleterre, qui après avoir subi une injustice dans le propos d'un ministre de l'Intérieur français, d'avoir été accusé lors d'un match, d'avoir été à l'origine
de vol et d'agression de personnes à l'entrée du Stade de France, eh bien, l'Angleterre, cette fois-ci, a demandé à la France de faire attention, de ne pas répondre de manière disproportionnée, et elle a déconseillé à ses ressortissants britanniques présents en France de fréquenter les lieux importants. Est-ce que c'était une allusion au Stade de France? Vous en jugerez. Mais il y avait aussi autre chose. Et alors là, les bras peuvent en tomber à nombre de nos téléspectateurs. L'ONU. L'ONU qui vient effectivement, elle aussi, presque dans la foulée de Benyamin Netanyahou. Bon, Benyamin Netanyahou, l'intervention est venue après. Mais malgré tout, on est presque dans la simultanéité. Voilà que l'ONU vient demander à ce que la France étudie le racisme systémique dans ses forces de l'ordre, au sein de ses forces de l'ordre. Alors là, vraiment, il y a quelque chose qui, finalement, fait suggérer que, voilà, donner des leçons, eh bien, c'est peut-être bien quand tout va bien chez soi, mais il y a des moments où, bien, on se ramasse un petit peu le retour de bâton. C'est ce qui s'est peut-être passé dans ce premier acte. Alors, si vous croyez qu'il n'y a pas de lien entre ces émeutes, au-delà de l'antisémitisme, il n'y a pas de lien avec l'État d'Israël au sens propre, eh bien, détrompez-vous. Détrompez-vous parce que voilà que notre responsable de la police, donc Kobi Shabtai, le chef de la police israélienne, Kobi Shabtai a demandé à son département opérationnel, a demandé aux unités de renseignement d'étudier l'enchaînement des violences qui sont parties, je vous le rappelle, de la mort de ce jeune Naël, de ce jeune délinquant donc, qui a perdu la vie, malheureusement, dans ce refus d'obtempérer. Eh bien, Kobi Shabtai, à partir de ce fait divers, mortel malheureusement pour ce jeune homme, mais de ce fait divers, a voulu voir comment il a été possible qu'en France, des émeutes prennent une échelle de proportion aussi importante pour finalement en étudier les différents chapitres, le cycle de violence croissant et voire même descendant, donc pour finalement en faire des données qu'on va pouvoir adapter peut-être à ce qui pourrait arriver ici en Israël. Sauf qu'en Israël, c'est déjà arrivé. Je vous rappelle que lors de l'opération Les Murailles, bataille contre les murailles, je ne me rappelle plus le nom précisément, eh bien, il y avait eu cette violence inattendue entre Arabes israéliens et population juive israélienne, dans des villes dont on ne savait pas qu'il pouvait y avoir cette violence endémique entre communautés. C'est les villes de Lod, des villes de Petah Tikva, etc. Donc, oui, bien évidemment, Kobi Shabtai a voulu se saisir de ce fait irruptif, puisqu'il est intervenu très rapidement, ces émeutes sont intervenues très rapidement, avec agression, avec vol, pillage et émeutes sur tout le territoire national français. Donc, voulu en étudier donc les articulations pour pouvoir peut-être répondre davantage avec plus d'acuité, plus de réussite, en tous les cas, qu'il y a eu il y a de cela quelques années. D'ailleurs, les conclusions seront présentées au plus haut sommet de l'État, de la hiérarchie de la police, bien entendu, mais aussi des unités de renseignement, et cela devra les aider, bien entendu, aider Kobi Shabtai et toute la hiérarchie à devoir faire face aux articulations d'un cycle de violence comme celle qu'on a connue à Lod et à Petah Tikva lors de l'opération Gardien des Murailles. Alors bien sûr, le vice-chef du département de la police a quand même révélé que ce n'était pas simplement que de Kobi Shabtai que l'initiative venait, mais elle émanait aussi, figurez-vous, des services français.
En fait, la police française a envoyé un document à la police israélienne qui semblerait donc en tous les cas, malgré les critiques, parfois acerbes, dures, violentes, à l'égard des forces de sécurité israéliennes, eh bien de demander un petit peu son expérience. Et c'est de cette émanation des forces de sécurité, des forces de l'ordre françaises, qu'a été demandé finalement qu'on puisse avoir un avis sur la gestion de crise lors de manifestations qui peuvent déboucher sur de la violence. Donc il y a quelque chose ici qui n'est pas simplement qu'un pied de nez qui pourrait être suggéré par Benjamin Netanyahou. Il y a ici, de toute évidence, aussi une expertise israélienne, malheureusement, pourrait-on dire, une expertise israélienne sur le fait qu'elle doit faire face à des manifestations qui se succèdent, qui de Haïfa, où on va paralyser l'économie portuaire, à un aéroport important, bien évidemment, pour l'économie du pays, surtout quand on est comme ça en pleines vacances d'été, eh bien, donc c'est important effectivement que d'avoir une expertise. Eh bien, la France a demandé l'expertise d'Israël. Peut-être que la prochaine fois, il y aura un peu plus d'humilité de la part des Français quand ils seront à critiquer les réactions sécuritaires israéliennes. Pendant ce temps, bien sûr, la vie continue en Israël. La vie continue, vous le savez, la réforme judiciaire n'en a pas dit son dernier mot, puisqu'il y a la pression du député Ariel Levin pour qu'on aille plus vite et jusqu'au bout, et puis dans le même temps, il y a l'influence extérieure, américaine surtout, bien entendu, mais aussi européenne, et aussi de quelques pays arabes, ou arabo-musulmans pour être plus précis, qui demandent à ce que la réforme, finalement, puisse être en pause ou être plus lissée. Et Benjamin Netanyahou semble avoir répondu, puisque sur la clause de dérogation résolutoire, eh bien, il a, clause dérogatoire, pardon, il a finalement accepté de l'atténuer, de la rendre moins dure, plus douce. Et ce qui n'a pas plu d'ailleurs, vous le savez, à certains députés du Likoud et certains députés de la droite un peu plus dure, Otzma Yehudit et consorts. Et pourtant, une loi est passée. Une loi est passée, pas encore à la Knesset, mais elle est passée, et c'est important, à la commission ministérielle des lois. Elle a été adoptée, pas à la majorité, mais pas à l'unanimité, pardon, mais à la majorité, cette proposition de loi du député Itzik Kreuzer, selon laquelle tout mineur qui se rend coupable d'actes terroristes sera jugé comme un majeur. Mais alors là, on est encore dans l'expertise, finalement, que demandent les autorités françaises à Israël, avec, encore une fois, je vous rappelle cette intervention du Premier ministre israélien qui demande à la France de faire attention quand même à cette croissance antisémite pendant cette agitation dans toutes les rues du territoire français, puisque la question cruciale qui semble occuper les médias, les politiques en France avec ces émeutes, c'est justement l'âge des protagonistes qui, entre 11 et 18 ans, l'âge moyen étant à peu près celui de 17 ans, donc mineurs, finalement échappent un petit peu, sont dans la culture de l'excuse. Vous savez que c'est d'ailleurs dans la Constitution, hein, la culture de l'excuse. Et donc, pas dans la Constitution, mais dans le code pénal, cette culture de l'excuse, finalement, pose un problème. Et on essaye d'y répondre comme on peut en ce moment avec cette agitation en France. Sauf que, en Israël, peut-être d'où cette raison d'être considéré comme expert, en Israël, on
a pris les choses déjà par son début, à savoir qu'il faut une loi. Et il faut une loi qui peut effectivement s'adresser aux mineurs et les rendre donc sanctionnables. Et quand on parle de mineurs, bien entendu, on ne parle pas simplement que du côté palestinien, mais on parle aussi du côté des juifs israéliens, cette petite minorité agissante d'une centaine de personnes, ces fameux jeunes des collines, mais qui peuvent parfois aussi entraîner d'autres à vouloir commettre des actes répréhensibles, inacceptables, même s'ils n'ont rien à voir avec ce qui se passe de l'autre côté, mais il n'empêche, ils sont inacceptables, ils sont délinquants, et donc on doit s'adresser effectivement avec une loi à tout mineur coupable d'un acte répréhensible. En Israël, donc c'est passé ce matin, ça a été adopté, et donc il faudra attendre bien évidemment le passage à la Knesset dès mercredi pour qu'il soit adopté définitivement. Les jeunes qui ont été donc ciblés par cette proposition de loi, c'est 14 ans. Voilà. On n'a pas pris 11 ans, bien entendu. On a dit qu'à 14 ans, dès l'âge de 14 ans, on devenait effectivement autant coupable d'un majeur. Donc quelqu'un pris en flagrant délit de jeter des pierres qui peuvent être une arme donc, à destination mortelle, qui peuvent avoir, bien entendu, une arme davantage plus flagrante, tel un fusil mitrailleur ou un revolver, eh bien ceux-là ne seront plus considérés comme des mineurs avec une excuse préalable, ils pourront être considérés comme majeurs et donc jugés ainsi. Et pourtant, malgré cette expertise, malgré finalement ces relations en coulisses, où on demande à Israël, tiens, vous avez l'habitude des manifestations, donnez-nous votre avis. La diplomatie internationale, elle continue à bouger. Et elle bouge en fonction des vides ou des fossés qui se trouvent remplis du jour au lendemain. On a vu par exemple le fossé entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, on en a parlé à cette antenne auparavant. Il s'est rempli, la Chine est venue et a apporté son obol, et aujourd'hui l'Iran et l'Arabie Saoudite ont des ambassades ouvertes de chaque côté. Et voilà le moment où il y a un vide. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, qui déjà pas très content qu'on puisse lui annoncer après l'attentat à Ely que plus des milliers de logements vont être construits du côté de Ma'ale Adumim, eh bien, après Joe Biden, le président américain, prend la parole et nous dit, je vous le cite, « Il n'y aura plus de nouveaux accords de paix tant que la situation ne sera pas plus calme en Judée-Samarie. » C'est sympathique, il a prononcé le terme de Judée-Samarie et non pas de Cisjordanie. Comme quoi, des choses évoluent et on y reviendra plus tard. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a dit quand même quelque chose de grave. Est-ce qu'il serait dans le sillage du BDS, le boycott des investissements Israël? Est-ce qu'il serait dans le sillage du BDS en disant ainsi que tout échange technologique entre les universités, entre le commerce, qui serait au-delà de la ligne verte, et alors là, c'est très étrange. Il utilise la ligne verte, alors que le terme de l'expression ligne verte, normalement, n'est associé qu'à 1948. Quand on parle des lignes de 1967, on dit 1967. Mais bon, peut-être pensait-il 1967. Normalement, les Américains, vous savez qu'ils sont sur cette ligne-là. 2 États, ligne de 67. Mais il n'empêche que voilà que dans la foulée, comme si, je le disais tout à l'heure, je parlais de ping-pong, je parlais du à la bergère, il fallait répondre donc à la décision israélienne univoque, bien entendu, c'est un pays souverain, de vouloir donc construire des logements dans les zones C,
qui sont sous contrôle israélien, mais qui peuvent être effectivement donc, attribués à l'autorité palestinienne, selon les accords d'Oslo, eh bien, parce qu'on y a décidé des logements, à la suite de l'attentat d'Ali, réponse du berger à la bergère, Anthony Blinken, il dit plus d'échanges universitaires, plus d'échanges technologiques, et puis surtout, eh bien, vous savez, la normalisation avec l'Arabie Saoudite, eh bien, c'est pas pour demain. Et là, quand même, c'est grave. Là, quand même, c'est grave. Parce que, finalement, Anthony Blinken, avec, bien sûr, en filigrane, le président américain Joe Biden, qui veut absolument reprendre le terrain qu'il a lui-même, finalement, laissé jachère au Moyen-Orient, au Proche et Moyen-Orient, et qui a dû assister les bras ballants au rapprochement de l'Iran et de l'Arabie Saoudite, au moment même où l'Iran, finalement, était en négociation avec les États-Unis pour que les États-Unis reviennent à des accords. On leur a coupé l'herbe sous le pied, et finalement, l'Iran aura la bombe, et finalement risque de maintenant, grâce à la Chine, dont on sait que la Chine a donné à l'Iran plusieurs des schémas qui lui ont permis de fabriquer la bombe, eh bien voilà que c'est la Chine qui vient servir de parrain à l'Arabie Saoudite et à l'Iran pour qu'ils se rapprochent, et puis pour que demain, l'Arabie Saoudite, il n'y a pas de raison que l'Iran puisse avoir la bombe et que l'Arabie Saoudite ne l'ait pas. Et il n'y a pas de raison non plus pour que l'Arabie Saoudite puisse avoir la bombe, l'Iran puisse avoir la bombe, et pas l'Égypte. D'où le rapprochement de l'Égypte avec, effectivement, donc, l'Arabie Saoudite et l'Iran, sous le parrainage toujours de la Chine. Alors, Anthony Blinken, en se présentant comme étant celui qui vient donner le là à un peuple, à une nation souveraine comme Israël, en disant puisque vous avez pris la décision de construire des logements, c'est pas les détruire, mais construire des logements donc en zone C, on vous avait dit de ne pas le faire, eh bien la normalisation avec l'Arabie Saoudite, vous l'aurez pas. Sauf que la normalisation en Arabie Saoudite, c'est un problème américain. Bien sûr que ça, c'est un enjeu exceptionnel pour Israël que de pouvoir avoir des relations diplomatiques avec l'Arabie Saoudite, mais c'est un secret de polichinelle que l'Arabie Saoudite a des liens étroits avec l'État d'Israël via, bien évidemment, les agences de renseignement et même aujourd'hui l'aviation civile. Et ça ne semble pas gêner l'Iran d'ailleurs, puisqu'ils n'ont pas été interdits de survol, vous le savez. Donc les compagnies israéliennes peuvent survoler l'Arabie Saoudite malgré le rapprochement avec l'Iran. Donc c'est un problème typiquement israélien que de vouloir reprendre du terrain là où elle l'a laissé finalement dans les mains et dans les poches sino-iraniennes. Alors, est-ce que Anthony Blinken aura été jusqu'à se fâcher totalement avec l'État d'Israël? Bien non. L'État d'Israël a besoin des États-Unis. Nous sommes sur un achat de plusieurs F-35 à venir qui vont s'étaler sur entre 3 et 5 ans. Vous pensez bien qu'on a des intérêts, bien sûr, nous, sécuritaires, à être les meilleurs alliés des États-Unis, mais les États-Unis, finalement, on en vient à ce que nous soyons devenus leurs seuls alliés dans la région. Je dis bien leurs seuls alliés, puisque aujourd'hui, même le Bahreïn demande aux États-Unis d'assouplir le nombre de soldats américains présents sur son sol, et que la contagion est ainsi faite qu'aujourd'hui, il n'y a plus que quelques milliers de soldats américains sur l'ensemble des pays qui vont de la Mésopotamie jusqu'à l'Afrique. Alors, tout ça, bien entendu, a des conséquences. Alors, vous allez me dire, là, on parlait des conséquences extérieures.
Voilà, il y avait un vide, on l'a rempli. Et puis maintenant, les autres ne sont pas contents de ceux qui ont rempli le vide. Je parle des Américains qui n'étaient pas contents du vide rempli par les Chinois et les Iraniens, et finalement, et qui les empêchent d'aller jusqu'au bout de l'accord, parce qu'au Congrès, ça ne passera pas maintenant. Mais il n'empêche que Netanyahou étant quand même obligé de lâcher du lest. Encore une fois, je rappelle les avions, mais si je parlais que des avions, on a besoin de 2 bombardiers, par exemple, importants pour remplacer nos vieux bombardiers et vieux chasseurs F-15 et F-16 et bombardiers, donc, et aussi ces avions qui viennent donner du carburant en plein vol. Donc on a besoin des États-Unis, qui sont les seuls à pouvoir nous les fournir. Alors il faut lâcher du lest. Toujours un ping-pong. Cette fois-ci, il semble que c'est les Américains qui ont la main, au moins sur le commerce. Et Netanyahou, donc, a convoqué une réunion sur la criminalité nationaliste. Et il est intéressant, cette expression « criminalité nationaliste ». Alors bien sûr, tout de suite, on pense criminalité nationaliste, bien évidemment, à ces jeunes des collines dont je parlais tout à l'heure. Mais, très franchement, ils sont une petite centaine. Même s'ils vont entraîner, embrayer avec eux, une autre petite centaine, les forces de l'ordre israéliennes sont suffisamment capables de pouvoir intervenir. Mais en verbalisant la criminalité nationaliste, Benjamin Netanyahou est en train de répondre à un phénomène qui pourrait s'avérer en tous les cas à terme dangereux. Je voudrais vous parler de cette histoire d'un commandant de la région, cette région effectivement liée au Benyamin, région sud, où finalement on s'est retrouvé avec un commandant d'unité qui avait déjà fait entendre parler de lui auparavant par sa volonté de vouloir être dédaigné, ne pas approcher, d'avoir un déséquilibre entre le traitement des Juifs des implantations et puis la population arabe donc de la région. Eh bien, ce commandant, finalement, a décidé de lui-même, après l'attentat d'Élie, écoutez bien, hein, c'est bien après l'attentat d'Élie, d'aller avec plusieurs personnalités de gauche, d'aller effectivement, alors ils auraient pu être de centre et même de droite, peu importe, là il s'avérait que c'était des gens de gauche, aller dans un village arabe, rencontrer un imam pour dire finalement qu'après la réaction de quelques jeunes qui ont été commettre des actes irresponsables, inacceptables, brûler des voitures, voire même brûler des maisons, et il y aurait pu y avoir des victimes. Donc vouloir aller s'inquiéter auprès de cette population arabe dont il a la responsabilité en tant que commandant de la région. Mais ce commandant-là, malheureusement, n'a jamais été voir les communautés, les implantations qui ont été touchées, particulièrement Yad Benyamin ou même Élie, et donc un poids de mesure un petit peu embêtant. Et finalement, avec cette réunion criminalité nationaliste, ici, Netanyahou contourne finalement le double problème qu'il avait, celui avec Anthony Blinken et celui aussi avec une partie de gens militants alors qu'ils portent l'uniforme. Et là, on se trouve avec quelque chose de très intéressant, et c'est toute l'expérience, peut-être, certains diront que de Benjamin Netanyahou, que de vouloir prendre quelque chose qui semble être une soumission à la domination, à l'hégémonie américaine sur une nation souveraine comme Israël, et de la retourner finalement sur un problème intérieur. Toujours ce ping-pong, mais cette fois-ci, à l'intérieur même du corpus israélien. Et ça, c'est très intéressant. Alors finalement, de cette réunion, on ne sait pas encore ce qui va sortir, mais pour être plus sûr que les choses soient bien comprises par les Américains, voilà que, autre réponse du berger à la bergère,
le ping-pong, cette fois-ci, celui qui a la main, c'est Netanyahou, semble-t-il. Voilà qui nous annonce l'invitation faite officiellement par la Chine. Alors, la Maison-Blanche, pas très contente d'avoir perdu le terrain proche et moyen-oriental au bénéfice, au profit de son ennemi numéro 1, la Chine. Voilà que la Chine invite officiellement Israël, et vous savez que la Chine, il y a quelques semaines, avait proposé son aide pour trouver une solution au problème israélo-palestinien, israélo-arabe. Eh bien voilà que l'invitation officielle est faite, et elle intervient juste après l'invitation qui avait été faite à Mahmoud Abbas, qui a été rencontré le président chinois, Xi Jinping, mais sauf que Mahmoud Abbas n'est plus que l'ombre de lui-même, vous le savez. D'ailleurs, plusieurs scénarios aujourd'hui des forces de sécurité et de renseignement israéliens sont en train de travailler pour envisager l'après Mahmoud Abbas. Eh bien, justement, c'est après Mahmoud Abbas qu'on invite Benjamin Netanyahou à Pékin. Et là, bien évidemment, ça ne plaît pas aux Américains. Mais les Américains, finalement, doivent comprendre. C'est un petit peu une espèce de réaction épidermique. En tous les cas, vous pourriez vous le dire. Non, c'est un jeu diplomatique. C'est finalement comme l'a fait l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, en se rapprochant de l'Iran, n'a pas mis un terme à la guerre entre chiites et sunnites. Les Israéliens, en se rapprochant des Chinois, ne vont pas mettre un terme à l'idéologie antinomique, celle de la Chine, contre un Israël plutôt occidental. Mais en revanche, en ouvrant cette porte, finalement, vous ouvrez davantage le jeu. Et finalement, les cartes ne sont pas simplement entre deux protagonistes, mais il y en a plusieurs qui peuvent intervenir. Et c'est là toute l'expertise, l'expérience peut-être de certains qui ont l'usage, l'habitude de la politique au sens intérieur comme au sens international, que de vouloir finalement se sortir de ce qui semblait être un guêpier, un confinement, une impasse. Alors Netanyahou a accepté. Il va aller donc à Pékin. Qu'est-ce qu'il va proposer à Pékin ? Bien évidemment, pas de la coopération militaire. Mais, en tous les cas, sous couvert officiellement d'un discours où il serait prêt à faire la paix avec ses voisins, d'autant que la Chine est déjà impliquée avec l'Iran et l'Arabie Saoudite, et donc les pays des pétromonarchies voisines, il y a derrière ça, bien sûr, un marché commercial énorme, d'autant que, vous le savez, la Chine n'aime pas dépendre que d'un seul pays pour quoi que ce soit. Elle dépend largement de l'Iran et de la Russie pour son gaz et son pétrole. Sauf que la Russie semble plutôt instable et que l'Iran serait son seul interlocuteur. Elle aime bien se diversifier pour garder la main et sa suprématie. Et donc la Chine est très intéressée par justement ce que représente ce moteur économique qui, pour l'instant, on n'en a pas vu beaucoup, les retours économiques à l'intérieur d'Israël, pour la population d'Israël, mais il n'empêche qu'elle fonctionne déjà pour d'autres pays, dont l'Égypte, dont la Jordanie. Eh bien, cette fois-ci, c'est la Chine qui semble intéressée. Donc, c'est bien de cela dont on va parler. Mais tout ce qui pourrait aider, tout ce qui pourrait faire sortir du champ d'alliances particulières, étroites, avec cette suprématie américaine sur Israël, bien évidemment, n'est pas accepté par les États-Unis. Alors, au-delà de tout cela, on va avoir un jeu diplomatique qui ressemble véritablement à un ping-pong que les Chinois maîtrisent bien évidemment
depuis plusieurs décennies. Je ne sais même pas si c'est qui l'a inventé ce jeu, si ce sont eux ou les Japonais, mais en tous les cas, les Chinois y excellent, et Israël semble en tous les cas, j'allais faire un petit jeu de mots pour terminer et pour conclure, semble plutôt en ce moment réussir dans le sport. Et vous savez qu'aujourd'hui, le sport, quoi qu'on en dise, n'est pas simplement que du sport au sens propre, mais il a aussi des effets diplomatiques. Vous l'avez vu en France avec ce Tour de France où cet homme, parce qu'on partait de Bilbao au Pays Basque, et au Pays Basque, comme en Corse, l'histoire du conflit israélo-palestinien ne les intéresse pas sur leur sol, eh bien, un militant du BDS qui agitait un drapeau palestinien s'est fait confisquer son drapeau par un motard de la police de Bilbao. Il en est resté plutôt surpris. Et bien de la même façon, on peut saluer les performances en gymnastique, en taekwondo, en football, avec ces jeunes de moins de 21 ans qui ont réussi à se hisser à la demi-finale de la Coupe du Monde. Donc on est effectivement dans le sport finalement à être un pion important dans l'enceinte internationale, même si derrière la diplomatie, même si derrière l'antisémitisme, l'antisionisme, liés bien sûr l'un et l'autre, n'oubliez pas ces paroles du pasteur Martin Luther King, derrière tout antisioniste se cache un antisémite. Eh bien, avec la venue de l'entraîneur irlandais Keane, ce grand joueur dans l'histoire de la région, eh bien, c'est effectivement qui est venu donc entraîner, coacher le Maccabi Tel Aviv. Israël semble rentrer peu à peu dans la cour des grands. C'est bien, parce que ça lui donne plus de poids, et puis peut-être ça remettra les pendules à l'heure dans ce jeu diplomatique où le ping-pong, ça peut être très fatigant à regarder au bout de quelques heures. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire sur le numéro WhatsApp qui s'affiche en bas de l'écran. À très bientôt sur Aolam Amedoubar.